Passons maintenant à la correction de la question 3. Cette question n'a plus rien à voir avec la première et la deuxième question du CAD. En effet, avant, on avait discuté de tout ce qui était énergétique, on était dans le thème 10, éclairons notre lanterne. Maintenant, on va discuter des réseaux trophiques. Et donc, on est purement dans le thème 4 qui a été abordé en première année de l'enseignement secondaire et qui se nomme à chacun sa place, à chacun son maillon. Alors, ici, quand vous regardez le document, on peut voir tout de suite qu'il s'agit d'un réseau trophique. Premièrement, parce que ça se voit, inévitablement, vous êtes habitué à côtoyer ce genre de réseau, et parce que le titre du document est simplement réseau trophique dans nos campagnes. Donc, il ne faut pas chercher midi à 14 heures, on sait bien qu'il s'agit d'un réseau trophique. Alors, vous devez savoir une chose. Qu'est-ce qu'un réseau trophique? Eh bien, vous voyez ici sur le schéma différentes chaînes alimentaires. Ces chaînes alimentaires sont composées de différents maillons. C'est chaque organisme vivant ici présent dans le réseau. À partir du moment où les chaînes alimentaires sont interconnectées les unes aux autres, donc ça veut dire qu'elles ont des maillons en commun les unes avec les autres, eh bien on parle de réseau trophique. C'est un peu comme les réseaux sociaux en fait. Vous-même, vous êtes, on va dire, un maillon de Facebook, un maillon du réseau social Facebook, mais vous êtes interconnecté avec des personnes. Et donc vous formez tout autour de vous un réseau social. Eh bien, c'est la même chose pour les réseaux trophiques. C'est simplement des chaînes alimentaires qui sont connectées entre elles parce qu'elles ont des maillons en commun. Alors, la première des choses que vous devez faire, c'est compléter la légende. La légende, il suffit de dire ce que signifient les flèches noires. Les flèches noires, normalement, vous savez très bien de quoi il s'agit. Il s'agit simplement de décrire est mangé par. Donc, par exemple, quand je vois le pissenlit qui est relié au lapin, ça veut dire que le pissenlit est mangé par le lapin. Et je peux compléter la légende. On va s'intéresser aux questions. La question 1, il s'agissait de compléter la légende. On vient de le faire. Question B et question C. Je les ai isolées toutes les deux parce qu'on va les traiter toutes les deux quasi en même temps. Question B. Indiquez le nom d'un producteur présent sur le schéma. Et question C. Indiquez le nom d'un consommateur présent sur le schéma. Alors je sais que vous avez énormément de difficultés avec tout ce qui est consommateur, producteur, décomposeur, etc. D'ailleurs j'ai eu pas mal de questions à ce propos-là et je pense qu'il est tout à fait normal et qu'il est tout à fait indispensable également de faire un petit rappel sur ces grands groupes d'organismes vivants au sein du cycle de la matière. Analysons le cycle de la matière. Déjà, pourquoi s'agit-il d'un cycle? Eh bien, parce que la matière qui nous entoure, la matière qui compose tout ce qui nous entoure, donc c'est-à-dire l'air, une table, vous, moi, un chat, votre chien, je ne sais pas, en gros qu'il s'agisse d'êtres vivants ou non vivants, eh bien, toute la matière est constituée de molécules. Et ces molécules ne disparaissent jamais. Voici donc pourquoi on représente la matière comme faisant partie d'un cycle. La première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il y a deux grands groupes de matière sur notre planète. Premièrement, il y a la matière minérale. La matière minérale, c'est de la matière qui n'est pas vivante. Je prends un bout de métal, eh bien ce bout de métal n'est pas vivant et donc il s'agit de matière minérale. Ok? De la matière minérale, on peut en retrouver également dans les sols, les nitrates, les ions, etc. Donc, quoi qu'il en soit, sachez une chose, la matière minérale est de la matière non vivante. Ensuite, le deuxième grand groupe de matière sur Terre, c'est la matière organique. La matière organique, c'est toute la matière qui compose les êtres vivants, qu'il s'agisse des végétaux, des bactéries, des champignons, des moisissures, des animaux, peu importe. Tant qu'il s'agit d'un être vivant, les êtres vivants sont composés de matière organique. Passons à l'analyse du cycle de la matière. Premièrement, en haut à gauche, nous avons la matière minérale. Alors, dans ce cycle-ci, on va parler non pas d'un morceau de métal, par exemple, mais on va parler de la matière minérale qui est présente dans les sols. D'accord? Eh bien, cette matière minérale-là, elle va être transformée par les végétaux. En effet, les végétaux sont capables, par le mécanisme de la photosynthèse, d'utiliser directement cette matière minérale-là pour la convertir en matière organique. En effet, ils vont utiliser des minéraux, de l'eau, du dioxyde de carbone et de la lumière pour pouvoir constituer leurs composants organiques.
Donc à partir de matières minérales, ils produisent de la matière organique. Et c'est d'ailleurs pour ça que les végétaux, on les appelle des producteurs. Les végétaux produisent de la matière organique, ce sont donc des producteurs. Alors, ces végétaux-là peuvent être mangés par des animaux herbivores. Donc, les animaux herbivores, on les appelle également des phytophages. Vous devez retenir les deux termes. Les herbivores sont des phytophages. Étant donné que ces animaux consomment les végétaux, on les appelle des consommateurs. Est-ce que vous me suivez? Ensuite, ces animaux herbivores-là, ils peuvent être mangés par les animaux, carnivores. Donc ce sont des animaux qui se nourrissent de viande. Et ces animaux carnivores, on les appelle également des zoophages. Et ils sont évidemment également des consommateurs car ils consomment d'autres organismes vivants. Alors, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, les végétaux, les animaux herbivores ou les animaux carnivores, un jour ou l'autre, vont finir par mourir. Ils vont finir par mourir et vont former de la matière organique morte. Eh bien, cette matière organique morte va être consommée par les détritivores. Alors, dans détritivores, on peut entendre détritus. Donc, les détritus, les déchets, les détritivores, ils vont adorer ça. Ils vont se nourrir de matière organique morte. Ils vont morceler cette matière organique morte et cette matière morcelée va être consommée par les transformateurs. Les transformateurs, on les appelle comme cela parce qu'ils vont transformer la matière organique qui a été morcelée par les détritivores en matière minérale. Vous voyez que les transformateurs vont convertir la matière organique en minéraux. Eh bien, les transformateurs et les détritivores, on les appelle les décomposeurs. Ils font partie de la grande famille des décomposeurs. Je vais vous donner maintenant des exemples concrets avec le réseau trophique. On a les minéraux, ça je ne pourrais pas vous les montrer. Les minéraux sont invisibles à l'œil nu. On ne peut pas les voir, ils sont dans le sol et en tout cas dans le réseau trophique, on ne les voit pas. Par contre, concernant les végétaux, on avait premièrement le pissenlit. Deuxièmement, on a le noisetier. Ensuite, les animaux herbivores, on avait par exemple le lapin ou l'escargot. Ensuite, comme animal carnivore, j'ai pris comme exemple... Revenons à notre réseau trophique. J'ai décidé de vous mettre en évidence le pissenlit et le noisetier. Pourquoi? Eh bien, rappelez-vous, ce sont des végétaux. Les végétaux vont convertir la matière minérale, la matière non vivante, en matière organique, donc de la matière vivante. En gros, ce sont des producteurs car ils produisent de la matière organique à partir de matière minérale du sol. Le noisetier et le pissenlit peuvent être consommés par la chenille de papillon, mais également par le mulot, l'escargot ou le lapin. Eh bien, ces quatre types d'organismes vivants sont des consommateurs phytophages. En effet, ils ont tous consommé des végétaux. Donc, comme ils consomment des végétaux, ce sont des herbivores et des consommateurs phytophages. Ensuite, on va mettre en évidence, par exemple, la couleuvre, la chouette, le merle, et le chat, ces organismes vivants, ces êtres vivants-là, sont des zoophages. Ce sont également des consommateurs, car ils consomment d'autres êtres vivants. Et le dernier organisme que j'ai envie de mettre en évidence, c'est l'homme. On voit un enfant dans le réseau trophique. L'homme, regardez un petit peu la petite fille en tout cas, regardez un petit peu ce qu'elle mange. Elle peut aussi bien manger du noisetier que du lapin ou que du pissenlit. Parce que oui, les pissenlits sont tout à fait comestibles. D'ailleurs, je vous conseille de faire de la confiture de pissenlit, c'est vraiment excellent. L'être humain, l'enfant ici dans le réseau trophique, on va dire qu'il est omnivore. Il est omnivore car il se nourrit de végétaux comme d'animaux. Je sais que ça fait beaucoup d'informations à retenir, mais on va faire un petit résumé. Alors, j'ai décidé de faire un résumé sous forme d'un tableau. Colonne de gauche, la famille, colonne de droite, les organismes. La première grande famille, rappelez-vous, ce sont les producteurs.
car ils produisent de la matière organique. Quels sont les organismes qui font partie des producteurs? Ce sont les végétaux. Ensuite, on a une deuxième grande famille, ce sont les consommateurs. Ils consomment d'autres êtres vivants. Au niveau des organismes, on va retrouver les phytophages. Ils consomment des végétaux. On va également retrouver les zoophages, car ils consomment des animaux. Et troisièmement, on va retrouver les omnivores, car ils consomment aussi bien des végétaux que des animaux. La troisième et dernière grande famille qu'on va retrouver dans un réseau trophique, ce sont les détritivores, car ils se nourrissent de matière organique morte. Et en termes d'organismes, on va retrouver les décomposeurs et les transformateurs. Alors, les décomposeurs, ça va par exemple être les champignons, les moisissures, les bactéries, etc. Et les transformateurs, en règle générale, il s'agit toujours de bactéries, car les bactéries vont transformer la matière organique en minéraux. Rappelez-vous. Revenons aux questions. On peut maintenant répondre à la question B. Il fallait indiquer le nom d'un producteur présent sur le schéma. Je me répète, encore et toujours, un producteur produit de la matière organique à partir de matière minérale. Il s'agit chaque fois d'un végétal. Donc, on peut répondre les végétaux. Dans notre réseau trophique, on avait soit le pissenlit, soit le noisetier. Réponse à la question C. On devait indiquer le nom d'un consommateur présent sur le schéma. Un consommateur va consommer un autre être vivant, qu'il s'agisse d'un végétal ou d'un animal. Et donc moi j'ai répondu tous ceux qui consomment des êtres vivants. La chenille, l'escargot, le mulot, la couleuvre, etc. Maintenant on peut passer à la question D. Il faut citer un prédateur qui, sur le schéma, n'est pas une proie. Alors écoutez bien. C'est très important. Ici, il y a une nouvelle notion qu'il faut mettre en évidence, c'est cette notion de prédateur. Alors, nous, en règle générale, quand on pense à prédateur, eh ben, on imagine un lion qui va chasser une gazelle, je ne sais pas moi, et on va se dire que le lion est le prédateur de la gazelle et que la gazelle est la proie du lion, par exemple. Mais en fait, par définition, un prédateur, c'est un organisme vivant qui va manger un autre être vivant. Donc, prenons l'exemple d'une chèvre. Une chèvre, elle mange de l'herbe. L'herbe, c'est un végétal, hein, ok, on est d'accord. Eh bien, on peut dire que la chèvre est le prédateur de l'herbe. Est-ce que vous me suivez? Autre exemple, un merle qui va se nourrir d'un ver de terre. D'accord? Eh bien, on peut dire que le merle est le prédateur du ver de terre. On doit répondre à la question. Un prédateur qui, sur le schéma, n'est pas une proie. Alors, un prédateur n'étant pas une proie, c'est un consommateur qui ne se fait pas manger. On peut mettre en évidence, par exemple, l'homme, la petite fille. Quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H, vous m'avez compris. Eh bien, la petite fille, elle ne se fait manger par personne. Donc forcément, c'est un prédateur qui n'est pas une proie. L'homme, donc la petite fille, est le prédateur du lapin, du pissenlit ou du noisetier. Il y a également le chat. Le chat, c'est le prédateur du merle, c'est le prédateur également du mulot, et on voit que le chat ne se fait manger par personne, par aucun autre organisme vivant, c'est donc un prédateur n'étant pas une proie. On peut mettre en évidence également la couleuvre. Vous avez compris le raisonnement maintenant. Et dernièrement, on peut mettre en évidence la chouette. La chouette qui est également un prédateur n'étant pas une proie. Et donc, si on doit répondre à la question D, nous répondrons comme ceci. Citer un prédateur qui sur le schéma n'est pas une proie, on peut dire qu'il y a le chat, l'homme, donc l'être humain, la couleuvre et la chouette. Répondons maintenant à la question E. On doit écrire, à partir de ce schéma, une chaîne alimentaire à 4 maillons. Alors, on va faire un petit rappel sur la manière d'écrire une chaîne alimentaire. Je vais prendre un exemple. Un exemple qui est dans le réseau trophique. Le pissenlit, eh bien pour le représenter lorsque je dois dessiner une chaîne alimentaire, je vais l'indiquer dans un cadre. Ok? Ensuite, je dois indiquer que ce pissenlit est mangé par quelque chose. Vous savez bien, normalement, que le fait d'être mangé, on le représente par une flèche. D'accord? On doit trouver une chaîne alimentaire à 4 maillons. Bon, ça c'est de l'analyse, hein. Moi, je peux tout de suite constater qu'il y en a 2, il y en a même 3. Je vais vous en montrer une. Regardez un petit peu, on va commencer du pissenlit.
Le pissenlit, eh bien, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Ok. Le pissenlit se fait manger par l'escargot. L'escargot est lui-même le deuxième maillon de la chaîne alimentaire. Celui-ci est consommé par le merle, qui constitue le troisième maillon de la chaîne alimentaire. Et finalement, ce merle peut être consommé par le chat, qui est le quatrième maillon de la chaîne alimentaire. Ceci était un premier exemple. Vous voyez, la chaîne alimentaire, je l'ai représentée en rouge. On va en choisir une autre, que je vais indiquer en vert. Le premier maillon, je vais toujours partir du pissenlit. Mais cette fois-ci, eh bien, je vais choisir comme deuxième maillon la chenille du papillon. Cette chenille va être consommée par le merle, qui va être le troisième maillon de la chaîne, et de nouveau, le merle va être consommé par le chat, qui constitue le quatrième maillon de la chaîne alimentaire. Pour répondre à la question E, écrire une chaîne alimentaire à 4 maillons. Moi, je vous en ai mis plusieurs. Je suis parti du pissenlit, pour ensuite indiquer que le pissenlit est mangé par l'escargot, lui-même est mangé par le merle, qui est lui-même mangé par le chat. Je vous l'ai représenté en rouge. J'en ai choisi une autre. Le pissenlit est mangé par la chenille, qui est mangé par le merle, qui est mangé par le chat. On a bien 2 différentes chaînes à 4 maillons. Je vous en ai mis une troisième, juste pour le plaisir. On peut décrire que le noisetier est mangé par la chenille, qui est mangé par le merle, et qui est lui-même mangé par le chat. En ce qui concerne la dernière question, la question F, on doit justifier l'expression de réseau trophique du titre. J'en ai déjà parlé au début de la vidéo, mais on peut dire qu'un réseau trophique est l'ensemble de chaînes alimentaires présentant un ou plusieurs maillons communs. Ici, lorsqu'on analyse les différentes chaînes alimentaires, on peut voir que l'une dans l'autre, elles ont des maillons en commun. D'ailleurs, les 2 chaînes alimentaires que je vous ai présentées dans la réponse de la question E, eh bien, on peut voir qu'elles ont en commun les maillons merle, le maillon chat et le maillon pissenlit. Donc, 2 chaînes alimentaires qui sont connectées entre elles par des maillons en commun forment un réseau trophique. La question est donc terminée.